Je m'appelle Jamil Ramani, je suis médecin anesthésiste, je travaille en hôpital. Alors je voulais vous parler de la raison pour laquelle je suis devenu d'abord médecin, ensuite anesthésiste. Je suis né en Algérie, 10 ans avant l'indépendance algérienne, et cela est important parce que je suis un enfant de la colonisation. Alors vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques sur les bienfaits, les méfaits de la colonisation. Un homme politique a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ce que je peux dire de la colonisation, c'est qu'elle m'a permis d'être là. C'est que je pense qu'on ne peut parler ni de méfaits ni de bienfaits de la colonisation, mais qu'on ne peut parler de colonisation que comme étant un fait historique. Et pourquoi suis-je là? C'est entre guillemets grâce à elle. Il y a eu tellement de bouleversements de population que si il n'y avait pas eu la colonisation, je ne serais pas né. Alors pourquoi suis-je devenu médecin? Eh bien, dans la société coloniale, dans les dernières années de la société coloniale, pour les populations juives, musulmanes, il y avait un paradis, c'était la profession médicale ou la profession d'avocat. Donc, toute mon enfance, toute ma jeunesse, mon père, qui avait rêvé d'être médecin, a fait en sorte que je m'engage dans cette voie. Il n'y avait point d'autre salut que la médecine. Et c'est pour ça que quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrit en fac de médecine alors que je voulais faire de la chimie. J'étais beaucoup plus intéressé par les formules, par la chimie organique que par la grippe ou le choléra. Mais la pression familiale a été telle, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc à 16 ans, on est un peu faible, on n'a pas encore toutes les armes pour se battre contre son père, contre sa mère. Et donc j'ai accepté de faire médecine. Et j'ai fait mes études de médecine à Alger. Mes études de médecine, la médecine c'est chiant. Franchement, c'est apprendre, bachoter, et ça ne devient intéressant que vers la 3e année, l'année où justement, on voit son premier malade, où on rentre dans la première salle d'accouchement, où on assiste à la première naissance. Alors là, vraiment, je crois que assister à la naissance d'un enfant, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce qui m'a le plus touché. Et dès cet instant, quand j'ai commencé à voir qu'on pouvait aider, qu'on pouvait soulager la douleur, j'ai commencé à apprécier la médecine. Alors pourquoi suis-je devenu médecin anesthésiste? Eh bien, dans les hôpitaux d'Alger, dans les urgences d'Alger, les patients aux urgences étaient vus par des internes qui étaient complètement livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que les seniors étaient chez eux, ils étaient inscrits sur une liste de garde, mais ils ne se déplaçaient pas. Et nous, jeunes internes, étions livrés à nous-mêmes. Et j'ai eu un sentiment d'impuissance quand j'ai vu mon premier infarctus du myocarde. Je l'ai vu et puis il est mort parce que je ne savais pas quoi faire. Et puis j'en ai vu d'autres. Mon premier œdème aigu du poumon que j'ai pas su bien soigner, etc., etc. Et je me suis dit plus jamais ça dans l'avenir et je ferai un métier de ce qui me terrorise. C'est-à-dire que je veux exorciser mes peurs et je vais être anesthésiste. Je veux être anesthésiste parce que quand on est anesthésiste, on est confronté à l'urgence et on sait comment faire. Et donc, quand j'ai terminé mes études de médecine, j'ai décidé de faire de l'anesthésie et je suis venu en France parce que la spécialité d'anesthésie à l'époque n'était pas enseignée en Algérie. Il faut dire que aussi c'était pour moi une façon de partir, de m'évader de l'Algérie, parce que l'Algérie était un pays qui était pas simple. J'avais envie de voir autre part et ailleurs. Donc je suis venu à Paris et j'ai fait mes études d'anesthésie à Paris. Et là, j'ai appris comment traiter l'urgence, comment exorciser mes peurs.
Et la rencontre avec la France a été, ça a été une deuxième rencontre, puisque ma première rencontre, ça a été la France coloniale jusqu'à l'âge de 10 ans, et qui était une France ambivalente, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de racisme, il y avait beaucoup de mépris de certains Français d'Algérie, et puis il y avait aussi beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié de la part d'autres. Donc c'était très ambivalent. Et quand je suis arrivé à Paris, il y avait plus du tout, cette ambivalence. Les gens étaient plutôt bienveillants, les gens étaient agréables, et il y avait pas, je ne ressentais pas le racisme que j'avais pu sentir à l'école communale. Dans mes études, j'ai appris ce que je voulais, c'est-à-dire exorciser mes peurs, c'est-à-dire que j'ai appris à mettre des cathéters aux patients, j'ai appris à piquer les patients, j'ai appris à les intuber, et j'ai appris à soulager la douleur. À soulager la douleur et à être en empathie avec les gens. J'ai appris aussi les journées, les longues journées, les nuits sans sommeil, parce que le métier d'anesthésiste est un métier très dur. Hein, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que quand on est anesthésiste, quand on décide de faire ce métier, on sait qu'on ne fera plus jamais de grasse matinée. Plus jamais. C'est-à-dire qu'on est réveillé tous les matins entre 6h et 7h du matin. On est au bloc à 8h moins quart, 8h, quand c'est pas plus tôt. Et on finit très tard. Moi, j'avais des journées, j'ai toujours des journées qui sont de 10, 11, 12 heures. À l'époque, il n'y avait pas de... Le droit du travail n'était pas respecté dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on travaillait 24 heures, on faisait une garde, puis on enchaînait. On pouvait travailler 36 heures, 48 heures d'affilée, sans repos. Et ça n'inquiétait personne. Et au contraire, plus on travaillait, et plus on était considéré. Être corvéable à merci, c'était très très bien vu de nos patrons, de nos chefs. J'ai appris aussi l'humilité, parce que je pense que je pense que la première qualité d'un médecin, c'est l'humilité, et c'est le sentiment de la précarité de la vie humaine. Ça, franchement, et c'est la raison pour laquelle aussi on se blinde au fil du temps, au fil des années. La douleur, on est moins affecté par la douleur des patients, on est moins affecté par la mort. Parce que si vous étiez affecté, comme au premier jour, par la mort et par la douleur, par la mort d'un enfant, par la mort d'un jeune homme ou d'une jeune femme, vous ne pourriez pas continuer à faire ce métier. Il faut absolument apprendre à endosser et à réagir de façon dure à la perte d'un patient, au cri de douleur d'un patient. Il faut montrer, il faut être blindé en fait. Il faut se blinder. Ce métier m'a donc fait gagner en force de caractère, et m'a appris à considérer la vie comme précaire, et m'a amené à penser que tout pouvait s'arrêter demain et que nous étions toujours des funambules. Que quand on avait pensé atteindre un équilibre, eh bien, le moindre fait pouvait nous abattre et nous faire tomber de notre fil que l'on semblait être un trottoir ou un pont. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'anesthésie, c'était, je vous dis, la volonté d'apprendre les techniques qui permettent de sauver. Et aussi, quand j'étais interne, j'avais été interne en service d'hématologie. Et très vite, j'ai su que je ne pourrais pas faire cette spécialité. Pourquoi ? Parce que il y avait des jeunes enfants, il y avait des jeunes femmes, des jeunes hommes qui étaient atteints de maladies incurables et avec lesquels,
auxquels on s'attachait. Je me souviens d'une petite fille qui me suivait partout, et puis attachée à moi. Et puis un jour, on arrive, et puis elle n'est plus là, elle est morte. Et donc, c'est la cancérologie, l'hématologie, c'était pas pour moi. Des éléments, je vous l'ai dit tout à l'heure, les éléments joyeux de ce métier, je crois que, c'est toujours le cas, c'est assister à une naissance, voir un enfant apparaître, voir la joie du père, de la mère, et entendre le premier cri d'un enfant, c'est c'est très gratifiant. Et d'avoir aidé à l'accouchement, d'avoir aidé à la naissance, c'est extrêmement gratifiant. On se demande si la pratique médicale a évolué en 30 ans. Je vous disais, il y a 30 ans, on était corvéable à merci, et Dieu merci, les choses ont changé, c'est-à-dire que la législation s'applique, et on ne peut plus travailler plus de 24 heures par jour, plus de 48 heures par semaine. C'est un bien, parce que endormir un patient après 36 heures sans avoir soi-même dormi, c'était faire prendre un risque au patient. Effectivement, parce qu'on n'a pas tous ces réflexes. Vous savez, on estime que le fait de ne pas dormir, ça équivaut à une alcoolémie de 1 gramme dans le sang. On pense que c'est équivalent. Et cette injustice dans le milieu médical, cette pression de l'administration, cette pression des patrons, m'a emmené à m'engager syndicalement. J'ai été délégué syndical, j'étais à Force ouvrière, délégué syndical. J'ai eu des fonctions dans le comité d'entreprise, j'ai été secrétaire du comité d'entreprise, et vraiment avec la volonté de défendre le salarié, de défendre le médecin, l'interne, l'infirmière, l'aide-soignante, contre une administration qui veut tirer parti le plus possible de ses administrés. Je suis arrivé aussi au poste que j'occupe actuellement de chef de service, parce que je le voulais. On ne peut pas atteindre des niveaux de hiérarchie importants si on n'en a pas la volonté, si on n'en a pas le désir. Et moi, j'ai toujours été guidé par cette volonté de liberté et de n'avoir personne au-dessus de moi pour me diriger. De pouvoir donner un sens, de pouvoir donner un sens à ma vie et le sens que je voulais lui donner. Aujourd'hui, je travaille à l'Institut hospitalier franco-britannique à Levallois-Perret. Je suis donc chef de service, chef de pôle. J'ai longtemps été chef du service des urgences. J'ai cédé il y a 1 an cette fonction qui est extrêmement lourde. Alors, pour le coup, c'est à une jeune femme qui m'a donc remplacé à ce poste, mais je suis toujours chef du service d'anesthésie et chef d'un pôle qui englobe l'anesthésie et les urgences. Alors, mon travail de chef de service, c'est d'animer une équipe, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi remplissent les fonctions pour lesquelles ils sont payés, d'une part, et les remplissent bien, de veiller à la sécurité, parce que dans l'anesthésie, il y a une dimension sécuritaire qui est très importante. Vous savez, tous les matins, on fait des checklists, comme dans les avions. On voit si le respirateur marche bien, si l'aspiration marche bien, si toutes les drogues d'urgence sont là, sont prêtes, s'il ne manque rien pour intuber les patients, etc., etc. Donc mon métier de chef de service, c'est d'assurer la cohésion d'une équipe et d'assurer la sécurité des patients au sein du bloc opératoire. Je pense que
pour qu'une équipe marche le mieux possible, il faut que les gens de cette équipe soient heureux de venir travailler. Pour moi, c'est extrêmement important, le bonheur au travail. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas à reculons, se disent « Oh là là, je vais voir la gueule de mon patron encore ce matin qui va m'emmerder, qui va m'engueuler parce que je n'ai pas fait tel... » Non. Pour moi, je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour les gens avec lesquels vous travaillez et que vous ayez l'art, entre guillemets, de faire qu'ils travaillent dans des conditions de bonheur. Le bonheur au travail, pour moi, c'est vraiment absolument capital. Et pendant toute ma carrière, j'ai veillé à ce que les gens qui travaillent avec moi soient contents de travailler. Je parle beaucoup avec les membres de mon équipe, on parle de travail, on parle de choses et d'autres, on parle de littérature, puisque je suis aussi écrivain depuis quelques années, on parle de culture, on rit, on parle de façon tout à fait libre et décontractée. Et la parole au travail, c'est très important que les gens qui travaillent avec vous sachent qu'ils sont écoutés, sachent que vous tenez compte de leur récrimination et que vous accédez en cas de besoin à leurs désirs, c'est-à-dire une journée off ou des vacances, un peu plus de vacances que prévu. Le bonheur dans un bloc opératoire ne dépend pas que du chef de service d'anesthésie. Il dépend également des chirurgiens. Alors, il y a certains blocs opératoires où les chirurgiens ont tout le pouvoir. Dans mon bloc, dans le bloc opératoire de l'hôpital dans lequel je travaille, ça n'est pas le cas. Ça a été une volonté personnelle d'affirmer le pouvoir des anesthésistes vis-à-vis de celui des chirurgiens, sans vouloir empiéter sur leur domaine, mais l'important, c'est que l'on soit respecté. On a toujours été respecté, on l'est toujours. Et c'est une des raisons pour lesquelles les personnes qui travaillent dans mon équipe sont je le pense, heureuses au travail, parce qu'il n'y a pas cette volonté hégémonique des chirurgiens. Le système de santé en France pêche. Alors, il pêche pourquoi ? Pour une raison simple, c'est par manque de démocratie, par manque total de démocratie, du moins dans le système hospitalier. Les administratifs, de par la volonté du pouvoir politique, sont devenus les rois du système. C'est-à-dire qu'ils décident, ils coupent dans les personnels, ils coupent dans les budgets. C'est le règne de l'autocratie. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Il faut absolument rétablir une part du pouvoir médical. C'est-à-dire que le pouvoir médical doit être un pendant au pouvoir administratif. En aucune manière, les administratifs ne doivent conserver tout le pouvoir. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé syndicalement pour faire le seul moyen d'opposition au sein d'un hôpital. Je travaille dans un hôpital privé. Le seul moyen de s'opposer à un directeur d'établissement, à un conseil d'administration, c'est le comité d'entreprise. C'est la seule chose qui fait peur aux administratifs, parce qu'on a un réel pouvoir. On dispose de ressources, de revenus, qui permettent d'engager des avocats et qui permettent d'attaquer, le cas éventuel, les dirigeants de sociétés privées ou, comme notre hôpital, privés participant au service public. La médecine m'a amené au syndicalisme, la médecine m'a amené à l'humanisme et la médecine m'a amené à la littérature. Alors je suis également romancier, j'ai publié avec mon co-auteur, on écrit à deux, Michel Canesi, qui est aussi médecin, que j'ai rencontré à la fac, qui est un ami de presque 30 ans. Et pourquoi est-ce que je me suis mis à écrire ? Ça n'était pas parce que j'éprouvais un manque dans mon métier, pas du tout.
Il se trouve que Michel Cavnesi est dermatologue et il a commencé à s'occuper des premiers malades du sida en France. Vous savez, quand le sida a commencé, on ne savait pas ce que c'était. Et il voyait surtout des jeunes hommes qui arrivaient, le sourire aux lèvres, en disant « Écoutez, regardez, j'ai une tache là, c'est quoi ?» Et puis bon, c'était un Kaposi. Et le coup près tombé, ces jeunes gens étaient condamnés à mort. C'était ça, la réalité du sida dans les années 80. Et lui, il les voyait en début de course, et moi, je les voyais en fin de course. Je les voyais, à l'époque, j'étais en réanimation à l'hôpital Louis-Maurier, et on voyait arriver des hommes atteints de cette maladie terrible en phase terminale. Nous avions un ami commun qui a été atteint du sida et qui un jour a décidé de mourir. Et il nous a demandé d'être là. Il a mis en scène son suicide. Et il nous a demandé, ainsi qu'à sa famille, ainsi qu'à ses amis, il a organisé une fête. Et sans dire à personne, sans dire rien à personne, il a avalé dans sa salle de bain un certain nombre de comprimés. Et il est mort. Et ça a été vraiment un choc. Un choc. Vous allez pour un dîner, et puis à l'issue de ce dîner, votre hôte meurt. Et on a décidé donc, on a été tellement choqués par cet épisode, qu'on a décidé d'en faire un livre. Ça a été une catharsis. On en a fait un livre qui s'appelle Le syndrome de Lazare, et qui parle justement de la vie de cet homme, et de ses amours et de la façon dont il est mort. Et André Téchiné en a d'ailleurs fait un film, un très beau film, qui s'appelle Les Témoins. Donc, on a écrit ce roman, la médecine nous a amenés à écrire, et ensuite, comme on avait pris goût à l'écriture, on s'est dit, mais pourquoi pas autre chose ? Et on a décidé d'écrire quelque chose de plus léger, un thriller, avec plein de morts, mais c'est un thriller. Et puis, j'ai toujours eu envie d'écrire sur l'Algérie. Donc ça a donné lieu à un troisième roman, pour lequel nous étions venus d'ailleurs au mot de minuit, qui s'appelle Alger sans Mozart. Et ensuite, de fil en aiguille, on en a écrit d'autres. On a écrit Siamoise, dont le thème est la schizophrénie. Ensuite, on en a écrit un autre, et puis un autre. Et le dernier à paraître, qui vient de paraître, c'est Villa Taylor. On parle là du Maroc, après avoir parlé de l'Algérie dans Alger sans Mozart. L'Algérie, j'y retourne. J'y retourne souvent. Ma famille y est et j'ai mes souvenirs. Moi, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est pour moi toujours un très grand bonheur d'y retourner. C'est un pays d'une complexité extrême. Ça, vous le savez tous, hein, c'est un pays si proche de la France, si lointain aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas de pays plus proche. Les liens sont extrêmement puissants. La communauté d'origine algérienne est très importante en France. Les liens familiaux, la langue, presque tout le monde parle français. Enfin, en Algérie, presque tout le monde parle français. Quand les Français viennent en Algérie, moi j'ai amené avec moi un certain nombre d'amis français. Ils ont été absolument étonnés parce que pour eux, l'Algérie, c'était la terra incognita, c'était l'endroit où on se faisait massacrer, l'endroit où on se faisait égorger. Et puis ils découvrent une ville, Alger, qui est une splendeur, vraiment, et qui renaît, qui est en train de renaître parce que les pouvoirs publics sont en train de rénover tous les immeubles du centre-ville qui sont haussmanniens, qui sont d'une beauté
d'une extrême beauté. Et puis le site de la ville est splendide. Et je vous dis, c'est un réel bonheur que d'y retourner et d'aller chez moi et de voir cette baie d'Alger qui est somptueuse.